dans un prochain examen d'un texte. Je vous remercie. Nous donnons donc maintenant la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Madame Joubert, vous aimez les sondages, moi aussi. Il y en a un publié hier par l'Institut Harris qui indique que 66% des Français sont favorables à la modulation du financement des établissements privés sous contrat pour atteindre des objectifs de mixité sociale et scolaire. Ce qui participe, je le crois, du changement de contexte que j'évoquais précédemment. Madame Melchior et Madame Delpech, je vais un peu vous répondre ensemble. Mais aussi à Monsieur Balanant, peut-être, et en écho à l'observation de ma collègue Marie Messmer. La proposition de loi que je porte, elle vise à la mise en place d'un dispositif qui est incitatif, progressif et territorialisé. Elle vise à comparer, à travers la construction d'un indice de mixité socio-scolaire, la situation d'un établissement privé à la situation des établissements publics environnants, et à mesurer une contribution à la ségrégation à cette échelle. Ce qui, dans des territoires particuliers de notre pays, ceux du Grand Ouest, où il y a en effet une école privée sous contrat particulière, il y a un fait historique, et où nous mesurons aujourd'hui des écarts en termes d'IPS qui sont faibles, en tout cas beaucoup plus faibles, dans l'Ouest français, dans certaines parties du pourtour du Massif central, beaucoup plus faibles que les écarts que nous observons ailleurs à l'échelle nationale, eh bien la mise en œuvre de la proposition de loi que je présente aujourd'hui pourrait conduire à des diminutions marginales du financement public, voire à l'absence de diminution. Parce que je veux rappeler que mon objectif n'est pas de faire baisser le financement public des établissements privés sous contrat. Mon objectif est de parvenir à la mixité sociale et scolaire dans tous les établissements scolaires relevant du service public de l'éducation dans notre pays. Dès lors que les établissements privés sous contrat afficheront des profils socio-scolaires d'élèves moyens analogues à ceux des établissements publics environnants, ils conserveront l'intégralité de leur financement public. Il y a donc, Madame Melchior, une traduction, territoire par territoire, de la mise en œuvre de cette proposition de loi qui différera en fonction de réalités qui ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. Monsieur Courbon a eu raison de rappeler cependant que la ségrégation, l'enjeu de ségrégation n'est pas une question ni parisienne ni francilienne. C'est une question qui traverse toutes les aires urbaines, toutes, quelle que soit la taille des villes-centres de ces aires urbaines, grandes métropoles ou villes moyennes. Et je veux dire qu'à cette échelle, elle est renforcée, cette ségrégation, par les stratégies de localisation des réseaux d'établissements privés sous contrat qui font le choix, ces dernières années, de fermer des écoles en milieu rural pour en ouvrir en ville-centre ou en proche couronne, là où des publics plus nombreux permettent d'accueillir davantage d'élèves. Monsieur Liégeon, vous avez rappelé qu'il ne faut jamais faire d'un cas particulier une généralité. Je vous rejoins absolument. Ce qui me permet peut-être de vous suggérer de prendre un peu de distance avec l'expérience qui a été la vôtre. Et en effet, il existe dans notre pays des établissements privés sous contrat qui affichent une mixité sociale et scolaire importante. C'est vrai, ça existe. Mais toutes les études indiquent, celles des chercheurs, celles de l'éducation nationale, que ces cas relèvent d'une forme d'exception. Et que la ségrégation sociale et scolaire, elle est non seulement extrêmement forte aujourd'hui, mais elle n'a cessé de s'aggraver ces 25 dernières années. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs, c'est le ministère de l'Éducation nationale à travers quantité d'études, et je crois que c'est à partir de cette généralité-là, le fait de ségrégation, son aggravation, qu'il faut raisonner et qu'il faut légiférer. Madame Sicard, vous indiquez qu'il y a aujourd'hui un enjeu, d'ailleurs vous reprenez presque les mots de la ministre de l'Éducation nationale, elle dit élever le niveau, vous dites relever le niveau. Bien sûr, je crois que tous les parlementaires ont le souci de l'efficacité, de la performance éducative de nos établissements, publics, privés, et privés financés par des fonds publics. Mais justement, Madame Sicard, si l'on veut sortir des postures et des slogans, et si on veut s'intéresser au fond de cette question, il y a une corrélation très étroite entre la performance éducative d'un système et son caractère mixte socialement et scolairement. Moins un système éducatif est mixte, plus il est ségrégé, moins sa performance est grande. Et je le redis, nous observons un décrochage de la France dans les enquêtes PISA
depuis le début des années 2000, c'est-à-dire depuis le moment où les écarts entre public et privé se sont creusés. Donc, Madame Sicard, si vous souhaitez relever le niveau, eh bien, il faut œuvrer pour davantage de mixité sociale et scolaire dans l'ensemble des établissements de notre pays. Vous affirmez également, et là c'est un autre mythe, c'est l'occasion de le déconstruire, que l'école privée coûte moins cher que l'école publique. C'est faux. Par ailleurs, l'école privée est aujourd'hui largement financée par des fonds publics. À l'échelle des établissements, c'est 75% de leur budget. À l'échelle nationale, c'est l'une des observations du rapport d'information parlementaire que j'ai rendu avec Christopher Weisberg en avril dernier. Il est impossible de mesurer à l'euro près le montant de cette dépense. Elle doit se situer entre 10 et 12 milliards. Je considère, moi, aujourd'hui, qu'elle se situe entre 12 et 15 milliards d'euros par an. Vous dites, si on fermait les écoles privées, ce que personne ne propose de faire, il y aurait 8,5 milliards d'euros qui s'ajouteraient au budget de l'éducation nationale. Mais pardon, ces 8,5 milliards d'euros, ils sont déjà au budget de l'État. Et vous avez, vous comme moi, lu les bleus budgétaires de cette année qui nous rappellent que c'est à peu près, en effet, 9 milliards d'euros qui sont consacrés par l'État chaque année aux établissements privés sous contrat. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour dire qu'il y a beaucoup de coûts qui ne sont jamais comptabilisés quand on parle de l'école privée. L'école privée, elle a une masse salariale qui est moindre proportionnellement que l'école publique parce qu'il n'y a pas d'agrégé dans le privé, ou très très peu, parce que la part des personnels non titulaires, pour résumer, contractuels pour résumer, elle est beaucoup plus importante dans le privé que dans le public. Il y a une précarité beaucoup plus grande des personnels dans le privé que dans le public. Donc ce sont des enseignants qui sont moins bien payés, parce que les AESH n'entrent pas en ligne de compte, parce que la question de la retraite des enseignants du privé n'est pas comptabilisée de la même façon que les fonctionnaires de l'école publique. Donc il n'est pas vrai de dire que l'école privée coûte moins cher que l'école publique, c'est parfaitement faux. Madame Delpech, vous pointez une question qui, moi, m'a passionné dans le cadre de mon rapport, la question du forfait communal et du fait que quand un maire met 1 euro de plus dans l'école publique, il est contraint de mettre 1 euro de plus dans l'école privée, sans avoir d'ailleurs la garantie que cet euro va permettre dans l'école privée de poursuivre le même but que celui qu'il vise dans l'école publique. 1 euro par élève, 1 euro par élève, 1 euro par élève. C'est le calcul du forfait communal, il se fait par élève. Madame Delpech, dans le rapport d'information parlementaire que j'ai rendu avec Christopher Weisberg, nous proposions de réviser les modalités de calcul du forfait communal. Il y a aujourd'hui une circulaire qui liste une série de dépenses non exhaustives, ce qui laisse une marge d'interprétation très importante à l'échelle des communes. Et donc nous proposions avec mon collègue d'aller vers une circulaire fixant une liste exhaustive de dépenses pouvant entrer dans le calcul du forfait communal pour avoir une règle harmonisée, lisible, claire, partout dans le pays et apporter une partie de la réponse à l'observation que vous faisiez. Madame Messmer a tout à fait eu raison de rappeler que le combat pour la liberté de l'enseignement, c'est aujourd'hui dans certaines parties de notre territoire, dans le Morbihan, dans une partie de la Vendée, dans une partie du Maine-et-Loire, dans une partie de l'Aveyron, un combat contre les déserts d'écoles publiques, chers collègues. Parce que dans certaines parties du territoire, il n'est pas possible pour les familles de scolariser leurs enfants dans l'école publique parce qu'elle est trop lointaine. Parce qu'elle est trop lointaine, madame. Enfin, monsieur Houllier, je vous remercie de conclure de me permettre de rendre hommage à mon groupe, le groupe LFI, qui a fait le choix courageux d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de sa niche. Je m'en réjouis. Et chers collègues, si vous souhaitez comme moi que cette proposition de loi, après notre examen en commission, ait un devenir en séance, eh bien je vous invite à travailler avec moi à un texte, pourquoi pas transpartisan, qui pourrait s'inscrire à une semaine de l'Assemblée prochainement et qui pourrait nous permettre d'adopter ensemble ce principe de modulation du financement public des établissements privés sous contrat pour atteindre des objectifs de mixité sociale et scolaire dans l'ensemble de notre système éducatif.